Donc, comme mentionné tantôt, la leçon d'aujourd'hui, ça va être juste de terminer notre survol sur tous les philosophes qui ont fait partie du siècle des Lumières et de leur impact sur la façon de penser dans l'Occident à l'époque. Le prochain que je vais vous montrer, c'est Baron de Montesquieu, ou les Anglais disent Montesquieu. Montesquieu. Ça dépend est-ce que le S est silencieux ou non. Je n'ai pas entendu parler d'une histoire de vengeance. Je sais que Baron de Montesquieu, comme Étienne dirait, c'était un Français qui il détestait l'absolutisme. Okay? Mais pour savoir pourquoi il y a eu l'absolutisme, il faut penser c'est quoi son rôle dans la société française. Okay? Quelle sorte de gens détestaient Louis XIV, mettons, en attaquant? Il y a une certaine... OK, bon, il y a un genre de gens que lui a vraiment influencé, qui a eu une influence négative, c'était les nobles. OK? Il y a surtout ceux qui n'étaient pas des paysans, c'était des nobles d'épée ou des nobles de ce que ils disent leurs parents, whatever, c'était des guerriers. Eux autres, ils ont perdu du pouvoir. Donc, lui, il en était un qui disait le pouvoir, c'est corrompu. Tu sais, c'est quoi l'expression anglaise? With absolute power comes absolute corruption. OK? Oh, juste un instant, j'ai. OK. Donc, étant un noble, lui, il a composé ce qu'on appelle l'esprit des lois. Okay? Dans sa composition, il a dit que le pouvoir ne devrait pas appartenir à une seule personne, mais à trois branches ou à trois niveaux. Le niveau exécutif, législatif et judiciaire. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ces trois termes-là? Yeah. Au Canada, on a le pouvoir exécutif, législatif, judiciaire. C'est quoi la différence entre les trois? OK. C'est exactement ça. Législatif, c'est genre la Chambre des communes, right? Quand ils vont faire des lois. Okay? Exécutif, c'est les ministères. So, comme le ministère de l'Éducation, le ministère de la Sécurité, les polices provinciales, ceux qui exécutent les lois. Et judiciaire, c'est ceux qui vont juger les lois. Donc, les juges, la Cour suprême du Canada. En ayant ces trois niveaux-là, on est en train de s'assurer que personne ne peut briser les lois. Il n'y a personne qui a le pouvoir absolu. Okay? Tu ne peux pas dire que Stephen Harper au Canada n'a pas le pouvoir absolu. Il est loin d'avoir le pouvoir absolu. Okay? On va dire qu'il y a presque zéro pouvoir parce qu'il doit avoir tous les gens dans la Chambre des communes qui votent en faveur de ce que lui veut. Okay? Ça ne fonctionne pas comme tout le monde dit « Oh my God, notre leader, il est méchant. Stephen Harper, il est méchant. Guess what? Stephen Harper, il n'y a pas grand-chose qu'il peut faire. Okay? Si Stephen Harper peut se tourner de bord et dire « Demain, je veux taxer tous les Canadiens 20 000 », puis tout le Parti conservateur va dire « T'es-tu fou? C'est du suicide politique. » Ils vont voter contre. Législativement, la loi ne passera pas. Et ensuite, si ça passerait au niveau législatif, la Cour suprême du Canada dignerait ça illégal, ce qui veut dire que sa loi ne passe pas encore une fois. Donc, Baron des Montesquieu, il y avait le concept qu'on utilise encore aujourd'hui, il l'avait là. Il comprenait, puis lui, ça fait du sens. Pensez-y un peu. Lui, il était inspiré de l'Angleterre. De vous, ce qu'on vient, nous autres? Notre système démocratique vient de l'Angleterre. Okay? La Constitution, avec Charles I quand il est mort, oui, il y avait bien des puritains, il y avait de la crocherie, il y a encore de la crocherie dans le niveau gouvernemental aujourd'hui. Jean-Jacques Rousseau, il y en a-t-il déjà qui ont entendu ce nom-là avant? Oui? Jean-Jacques. C'est lui que je disais quand les personnages de Lost, ils ressemblent beaucoup à Jack. OK. Jean-Jacques Rousseau, encore une fois, c'est un Français, parce que... Pourquoi est-ce qu'on sait qu'il est français? Oui, mais qu'est-ce que ça a à faire avec le siècle des Lumières? Les philosophes, right? C'est un groupe de Français qui se rencontraient puis qui arrivaient à des conclusions puis à un raisonnement. OK? Lui, la différence entre lui et les autres, c'est qu'il était bien émotionnel. OK? So, vous voyez le lien avec Jack de Dan Lost, bien émotionnel, des hauts et des bas constamment. Lui, tout le reste de la gang, c'est toujours raison. Right? Il y a une raison derrière tout. Lui, il va avoir un gros flux entre ça. Là. Comment est-ce que je ne suis pas en accord avec ça, je ne suis pas en accord avec ça. Il a écrit ce qu'on appelle le contrat social.
Dans ça, il dit on a trop d'emphase sur la propriété, passée sur l'humanité. Qui dit on appartient la propriété? Il y avait un des gars qu'on a vu lundi ou mardi. Non, oui, mardi. Il y a un des gars qu'on a vu qui disait qu'on avait la liberté, le droit de vivre et la propriété. C'était quel philosophe qui avait dit ça? C'est un autre son nom est dans Lost. John Locke. OK? John Locke avait dit ça, puis on suivait beaucoup la mentalité de John Locke, mais Jean-Jacques Rousseau, il disait, ben, OK, mais si je ne peux pas concentrer sur ce que je suis en tant qu'humain ou être humain, la propriété vaut rien. OK? La propriété, ça dépend de la personne qui l'appartient. Il croit aussi dans la volonté générale. Puis par ça, il veut dire, on devrait faire toujours ce que la majorité veut. Qui est à l'encontre de ça? On se parle un V. Voltaire, right? Lui, il a dit que ça prend un leader. Un leader au complet, hein? Voldemort. So, lui, il dit, non, 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 on va avec la majorité. Mais qu'est-ce que c'est le problème avec la majorité? Ça ne laisse pas la minorité parler, OK? Au Canada, on travaille sur un système de majorité, sauf on a quoi? Les droits et les libertés de chacun, OK? Parce que si on irait toujours avec ce que la volonté générale, lui, il ne parle pas du gouvernement majoritaire, il parle du peuple. Qu'est-ce que le peuple, il veut? Bien, avant les années 2000, le peuple ne voulait pas de mariage homosexuel. Si on aurait suivi cette mentalité-là, on ne l'aurait pas encore aujourd'hui. Parce que le peuple n'avait pas eu ce qu'il a eu dans les derniers 7-8 ans, où c'était comme genre une révolution de « Wow, on était colons », si vous permettez. Puis le peuple avait la mentalité très conservateur. Puis quand le gouvernement libéral a entré, on dit attends une minute, dans la Charte des droits de liberté, il devrait avoir le droit de se marier. Ça fait un petit peu de brouhaha pour à peu près une couple de mois. Puis après ça, les gens ont réalisé vraiment, ça ne me regarde pas pantoute. Okay? Puis là, les gens, au Canada, c'est comme si c'est who cares, right? C'est pas de nos affaires. Donc, consensus de la majorité, des fois, ça a un petit peu des problèmes. Hein? Oui. Le Parlement, il y a des gouvernements majoritaires et minoritaires. Les conservateurs, en ce moment, sont majoritaires. Ils ont plus que 50% des sièges. Pas nécessairement. Il faut qu'ils passent par le Sénat. Il faut qu'ils passent par... si jamais ils font quelque chose d'illégal, la Cour suprême va s'en mêler. Tu peux voir qu'est-ce que tu veux. Il faut que les lois soient vraiment bien pensées. Il faut qu'il y ait le bien du peuple en tête. Des fois, c'est pas toujours le cas. En tout cas, ouais. Ouais, OK. So, ouais, pour revenir ouais, comme avec la situation, n'importe qui démontre trop d'affection, peu importe ta race, ton orientation, ça vient un peu too much ou un peu dégueulasse pour tout le monde. Mais lui, ce qui est important, ça, je trouve ça un petit peu étrange. Mais il dit qu'il y a la possibilité d'avoir un individu qui connaît la volonté générale. So, tu peux avoir un leader qui connaît ce que le monde veut. Là, c'est comme genre, on peut se débattre là-dessus. Comment est-ce qu'un leader peut connaître ce que la majorité veut? Il faudrait qu'il fasse des sondages à chaque jour? Ou comment ça fonctionnerait, ça? S'il est élu, OK. Si on regarde les États-Unis, tu es en train d'élire un président des États-Unis. So, tu dis que cette personne-là a la volonté générale. Qu'est-ce qu'il y a là? Oui, en ce moment? Oui. Tu es en train d'élire un président, mais tu as ce qu'on appelle le Congress, qui est comme genre une chambre des communes, mais l'élection-là est complètement à part de leur élection. Ce qui veut dire que tu peux avoir un gouvernement dans ta chambre qui est républicain, puis un président qui est démocratique, ce qui est le cas avec Obama. Donc, tu as de la difficulté à passer des lois. Au Canada, c'est différent. On élit un parti, puis ce parti-là a un leader qui devient notre premier ministre, right? So, j'ai de la misère, moi, avec le concept d'un individu qui connaît la volonté générale, parce que vraiment, tu es en train de retourner regardons à
revenons à Hitler, bon, qu'on parlait tantôt. Hitler, techniquement, avait la volonté générale au début. Okay? L'Allemagne était dans la grosse dépression depuis la Première Guerre mondiale. Et puis, tout d'un coup, on a cet homme-là qui arrive qui dit « Je vais vous sortir de cette crise économique. » Puis il l'a fait. Les gens, c'est ça qu'ils voulaient. Mais là, qu'est-ce qu'il tourne d'abord puis il va faire? Les choses un petit peu moins correctes, comme genre tuer plein de juifs. OK? So, Hitler, c'était la volonté générale ensuite, contraire de ce que la volonté générale voudrait. Mais une fois que tu es embarqué, tu es embarqué. Pourquoi est-ce que personne n'a arrêté Hitler? Dans l'Allemagne, quand tu as une armée qui te back, qui va t'arrêter? Si, si, mettons, j'ai 200 soldats, OK, attends, on est 200 élèves à l'armée au-delà? OK, sur 200 élèves, j'ai venu à bout de convaincre 110 élèves que ma vision est la bonne. OK? Puis là, il y a Adam qui est le un élève qui est à l'encontre de ma vision parce qu'il réalise que c'est mal. Est-ce que tu vas vraiment essayer de te défendre contre les 110 autres? Tu t'attendrais que je tombe endormi puis tu me tuerais, mais j'en ai 110 qui sont autour de mon lit. Ça sonne pas correct, ça. J'en ai 110 qui guettent la chambre à coucher. OK? Fait que, mais l'exemple, c'est que lui il avait l'armée Allemagne sur son côté. En tout cas, on va fermer la tangente sur Hitler. Jean-Jacques Rousseau avait écrit le livre Le Corbusier. Est-ce que vous savez c'est quoi un Corbusier? En anglais, le livre s'appelle The Noble Savage. Okay? C'est un livre qui est très reconnu, qui est sorti. Lui, ce livre-là, il utilisait la philosophie des Autochtones parce que c'était à l'époque où on commençait à s'établir dans le Nouveau Monde. Okay? So, on commençait à découvrir les routines des Autochtones, la façon que les autres vivaient, puis on se disait, ben lui, il se disait, eux autres avaient la vie parfaite avant qu'on arrive là. Il n'y avait pas, c'était pas corrompu, il y avait un système gouvernemental qui fonctionnait avec la paix. Puis lui, il utilisait ça comme référence qu'on pourrait rejoindre un monde parfait si on suivrait la méthode des Autochtones. Est-ce que ça se ferait aujourd'hui? Non, la technologie a gâché tout ça. Donc, la technologie a des bons et des mauvais, mais ça serait impossible parce que tout le monde a une certaine indépendance. Puis tout le monde veut le mieux de soi-même. Okay? Tandis que dans les peuples autochtones, il fallait que tu cherches pour nourrir tous les gens dans ta région, okay? De tes gens dans ta tribu, pas seulement ta famille. Il a aussi écrit le livre Émile. Émile, c'est, est-ce que vous savez c'est quoi l'éducation pratique? C'est un autre terme pour ça, c'est concret. Okay? Les autres, ils disent l'élève, Jean-Jacques dit l'élève devrait tout faire, l'enseignant ne devrait rien dire. C'est un autre mot, vous seriez en train de lire votre livre d'histoire de l'Occident du monde tout le temps. Puis moi, je ne serais jamais en train de parler, je serais juste là comme appui. Comme un cours de tech, yeah. Ben, c'est ça. Moi, je trouve que ça l'applique dans certains domaines. Technologie, mécanique, n'importe quoi qui est pratique, n'importe quoi qui est manuel, right? Sauf si tu vas apprendre à arranger un char, c'est pas en le regardant sur YouTube que tu vas apprendre. C'est en le faisant des erreurs, tu réalises qu'est-ce que tu peux faire de mieux. Il y a, ce qui est drôle, j'ai ajouté, c'est que même s'il était comme, genre, merci Simon, ce qui était allant comme pour l'éducation pratique, il y a quand même eu des enfants qu'il a laissés à des orphelinats. C'est un autre mot. Il faut encourager l'éducation des enfants. Holy Mac, j'ai des enfants, j'ai donne. Débarrasse. So, il était un petit peu hypocrite. Ben, tu ris de ça comme les garderies, c'est quoi? C'est pas comme genre un orphelinat qu'on donne nos enfants pour 8 heures. Je fais juste l'école. C'est ça. Lui, je pense pas qu'il se sentait bien mal s'il l'a fait. Alors, il a de 16 ans, ouais. Ah, tu commences à faire de l'argent? Ah, t'es mon enfant en passant. OK, Diderot. Ce nom-là devrait cliquer pour certains d'entre vous. Je sais pas comment en anglais. Diderot. En anglais, je sais pas comment tu dirais. Là. Denis Diderot.
L'encyclopédie Diderot, avez-vous déjà vu ça? C'était lui le premier à faire une encyclopédie comme reconnue. OK? Puis son but de ça, c'est qu'il dit qu'il faudrait augmenter la connaissance des gens. OK? L'éducation est importante. Pourquoi est-ce que l'éducation et les connaissances seraient importantes? Yeah, tu veux plus de personnes qui soient conscientes, plus de personnes qui puissent penser par eux-mêmes. Ça débarque les Mongols, si vous permettez l'expression, qui run le show. OK? So, il disait aussi que l'éducation va apporter le bonheur. Êtes-vous en accord avec ça? Que l'éducation apporte le bonheur? OK. Si tu as de l'éducation, tu as plus de possibilités. Vous d'autres exemples, comme si je t'ai éduqué, je vais être content. Non, Adam? Car c'est à l'école. OK. OK, so, si tu as le job que tu veux, tu vas avoir besoin de l'éducation pour ça. Puis si tu as le job que tu veux, tu vas être content. Donc, indirectement, j'ai besoin de l'éducation pour être content. Euh, Adam dit dans le futur, il va y avoir un chip qui va dans ta tête, puis tu sais tout. Je pense pas, Adam. J'ai de la misère à croire ça. Tout le monde va avoir des comme cancers du cerveau là, à cause de ça. Euh, non, mais ce qui arrive, c'est que l'éducation, oui, je suis en accord. Comme, mettons, quand tu apprends quelque chose, tu te sens comme tout d'un coup un petit high. Comme, quand tu as comme appris quelque chose de nouveau, moi, je trouve ça. Si je vais sur Internet, je lis un article, je suis comme, cool! Tu trouves quelque chose de cool. OK, ben, tu viens d'être éduqué. L'éducation ne veut pas juste dire tu fais de la grammaire puis tu conjugues des verbes. C'est ce que tu apprends, l'éducation. Tu apprends quelque chose. Celui du monde sont contents quand ils apprennent. Ce serait plate de vivre la même chose à chaque jour. OK. So là, c'est à entraîner ton cerveau à carry. OK. Il critique la religion. Évidemment, c'est une encyclopédie scientifique. So, est-ce qu'on va être en faveur de la plupart des choses de la religion? On va pas mal dire qu'est-ce qu'on connaît à date dans les sciences, puis qu'est-ce que la religion vous dit qui n'est pas vrai. Il enseigne la science et la pensée critique. Pensée critique, c'est quoi? Ouais, des débats, être philosophique, comment argumenter quelque chose. So lui, évidemment, en France, on a dit on brûle pas les gens, on brûle les papiers. Il va être un de ceux, son livre va être un de ceux qui va se faire bannir de la France. Mais quand tu te fais bannir de la France, tu fais commencer à le vendre en Angleterre, puis n'importe où d'autre qui te laisse le vendre. Puis le pape aussi, vu qu'ils sont est à l'encontre de la religion, va demander qu'on s'en débarrasse de son livre, de son encyclopédie. Le président, c'est César Beccaria ou Beccaria. Lui, c'est celui qui a apporté la pensée que la punition devrait être reliée avec le crime. En anglais, the punishment must fit the crime. OK? So, cette mentalité-là, on l'a encore pas mal, pas dans tous les cas. Mais lui, l'exemple qu'il donnait, il dit si tu voles de l'argent, tout ce que tu auras à faire, c'est de remettre la même somme. Ça, c'est genre sa mentalité. J'ai volé 5 piastres, je lui dois back son 5 piastres et 5 piastres de plus à Étienne. Ça, je lui dois 10 piastres pour avoir volé. Ouais. Là tu as juste copié. Pourquoi tu l'as volé? Ben, ça fait rien. Je vais le voler, je vais te le redonner, je n'aurai pas de conséquences. Celui disait ta conséquence, c'est que tu redois ce que tu as déjà pris. OK? C'est logique. Sauf, imagine quelqu'un qui vole une banque, 2 millions. Eye for an eye? Ouais, c'est dans la même mentalité que ça. Ouais, presque. Sauf que c'est pas genre comme si je te donne un coup de poing, ma punition, c'est que toi, tu dois me donner un coup de poing, OK? Ouais. Ah, ben, tu sais quoi? Il était à l'encontre de la torture et de la mort. Ouais. On va te mettre au soleil avec du beurre. Mais, comme Kramer. Mais ce qui est arrivé, c'est que lui, il dit on peut aller tuer des gens, mais il faut faire attention à la situation. Il faut que ça soit genre quelque chose comme il y a de la preuve qu'il a fait beaucoup de meurtres. So, c'est un peu comme le système américain, comme le gars à Colorado en ce moment. Là, il est en train de se faire juger s'il devrait avoir la peine de mort ou non euh, pour le massacre du Joker qu'il a fait. Mhm. Puis c'est ça, le gouvernement canadien ne croit pas.
dans la peine de mort. Donc, nous, c'est la vie ou 25 ans, si vous voulez, en prison. Mais pendant ces 25 ans-là, tu fais des évaluations psychologiques. S'il y a un point ou un autre, ils vont déterminer que, sais-tu quoi, pendant les 25 ans, tu as commencé à avoir une transition vers une vie saine. Parce que on s'entend que quand quelqu'un tue, c'est pas. Il y a quelque chose, il y a une maladie mentale, il y a quelque chose qui ne clique pas là, pour que tu veuilles faire ces choses-là. OK? Ça ne veut pas dire que il y a quelque chose, OK? Parce que moi, je ne veux pas aller tuer tout le monde qui marche sur la rue. Là. OK? Fait qu'il y a quelque chose qui ne clique pas. Si par mettons, 20, 21 années, il commence à voir que cette personne-là a commencé à se sentir mal pour ses actions, cette personne-là a commencé à réaliser ce qu'il fait, cette personne-là commence à redevenir ce qu'on considère, encore une fois, correct en société. Là, on va faire des évaluations, puis il risque d'être laissé aller, même que la plupart des prisons payent des programmes au Canada, que tu peux faire une éducation. Tu pourrais faire un bac universitaire pendant 4 ans en prison, puis il va être payé par le gouvernement, puis tes taxes. OK? Ouais, il y a des pour et des contre, l'argument. I guess le pour, c'est qu'on va. Oui, ils voulaient faire les prisonniers voter, ouais. Ça, c'est ça. T'as fait un crime, puis. Ben, c'est ça. À cette heure, tu n'es même pas considéré un citoyen canadien si tu es en prison. Tu vis au Canada, tu es un résident canadien, mais tu n'es pas un citoyen canadien. François Quesnay, ou Quesnay, est-ce que le S, on le prononce ici? Il ne sait pas, tiens. Lui, il a développé la théorie de l'économie. Donc, ça, c'est un des gars qui a été chercher les idées de Newton, right? Les lois de mouvement, puis essayer de les appliquer à le monde de l'économie. Lui a dit au gouvernement laissez faire, sa mentalité laissez faire, puis en anglais ils disent laissez faire, ok? Ça veut dire hands off en anglais, touche pas, ok? Parce qu'on avait ce qu'on appelait le mercantilisme. Vous savez c'est quoi le mercantilisme? C'est comme un système économique où le gouvernement contrôle tout. L'argent va au gouvernement. So, de l'autre côté, on a le capitalisme qui dit que tu as chacun le droit d'avoir ton propre gain. Ouais, là, tu as le communisme. Le capitalisme, c'est ce qu'on essaye d'avoir ici. Lui, il disait la richesse n'est pas dans l'or, dans l'argent, la richesse est dans la terre. Okay? Si tu as le capitaliste, tu laisses un fermier avoir sa propre terre, il va se faire du cash. Il va se faire de l'argent. So, selon lui, la richesse est dans la terre, puis le gouvernement n'a pas d'affaires là. Oups. OK, puis on va continuer dans l'économie avec Adam Smith. Lui, c'était considéré le leader en économie. C'est un Écossais. Holy Max, pas un Français. Mon Dieu, gardons ça. Lui a écrit le livre Wealth of Nations. Avez-vous déjà entendu ce livre-là avant? OK, c'est la richesse des nations. Ça, c'est considéré comme la Bible du capitalisme. Puis lui, ce qu'il disait pour le laisser faire, c'est que on devrait tellement pas s'impliquer si on est le gouvernement, tellement pas s'embadrer, qu'on va dépendre de ce qu'on appelle l'offre et la demande. Vous savez, c'est quoi ça? J'ai entendu ça sur la TV avant, l'offre et la demande? En anglais, c'est supply and demand. OK, vous avez déjà entendu ce contexte, ce thème-là. Le terme l'offre et la demande veut dire que, oui, puis il va y avoir une main visible qui contrôle le marché. OK, sur une main visible qui contrôle le marché. Ce qui veut dire que si moi, mettons, je suis un fermier qui cultive du. Oui. OK, je suis le créateur du nouveau jeu de Pokémon. OK? Selon le marché, apparemment, il y a une grosse demande. OK? So, moi, à cause que, tu sais, on a déjà fait 15 000 Pokémon, pourquoi 15 001? OK? So, je sors le nouveau jeu de Pokémon, puis je fais produire. S'il y avait 15 000 demandes, je fais produire 15 000 copies du jeu. Il y a une centaine de jeunes qui jouent mon jeu, puis ils trouvent ses poches. Puis personne n'achète. Tu le trouves dans la bin au EV Games. Pokémon, Monsieur Marco Edition, c'est pas bon, OK? Parce que c'est éducatif. Pikachu, je choisis 2 plus 2. Bon, ça fait que là, ce qui arrive, c'est, moi, de l'autre côté, la main visible, est-ce qu'elle va continuer à produire ce jeu-là? L'offre n'est plus là. Okay? La demande n'est plus là, excuse. Donc, j'ai plus besoin de l'offrir. Okay? Il n'y a plus de demande pour. Oui, là, oui, oui.
Ben, Nintendo ont fait un profit incroyable avec le Wii parce qu'ils ont joué le jeu de l'offre et la demande. Microsoft et Sony ont. Il y avait plein de boîtes Xbox ou de PlayStation que tu pouvais acheter. Tandis que le Wii, il faisait seulement des petits montants à la fois. So, ils savaient à un point que la demande était grande, mais on ne va pas donner autant d'offres qu'ils demandent. Ça gardait ça comme genre frais, comme fresh. Okay? C'était quelque chose que tout le monde voulait parce qu'ils n'avaient pas. So, ils ont joué le jeu de l'offre et la demande. Sauf, une fois que la demande est devenue aussi grande que l'offre, ce qui veut dire qu'ils n'avaient finalement sur des tablettes, des oui, le monde a commencé à réaliser que c'était pas une si bonne invention que ça. Puis Sony et Microsoft ont sorti le Kinect et le Move, qui étaient meilleurs que ce que le Wii pouvait offrir. Regarde le Wii. Je l'ai essayé au source, j'ai aucune idée comment ça marche. Je, ouais, je comprends pas, mon bonhomme ne voulait pas avancer, là, puis je pesais les flèches, il me semble. Peut-être qu'il fallait que je cours sur place, je sais pas. Fait que c'est un peu comment que l'offre et la demande fonctionnent. J'essaie de penser à un autre exemple, le gaz. Okay? Si on aurait un pays mercantiliste, le gouvernement pourrait dire le gaz n'a pas droit d'être plus que 1,30 $ du litre. Qu'est-ce que vous pensez que les compagnies de gaz vont faire? C'est 1,30 $ toujours. Ils ont dit si c'est mon max, tu veux imposer, je le mets d'être là. Tandis dans le capitalisme, ils jouent le jeu d'offre et de demande. S'il y a moins de gens qui gazent, qu'est-ce qui va arriver au prix de gaz? S'il y a plus de gens qui gazent, on monte. Ça, exactement. Puis, il y a deux versions de ce jeu-là. Okay? Tu as le gars qui vend le gaz, mais lui, il faut qu'il l'achète d'une compagnie pétrolienne. So, la compagnie joue avec ce gars-là à l'offre et la demande. Ce gars-là dit j'ai bien du monde qui gaze, so, je monte mon prix. Mais moi, je dis j'ai moins de gaz que d'habitude. So, mon offre ne matche pas ta demande, les deux jackent leur prix. So, c'est pour ça qu'ils disent comme il y a un pétrolier qui a cassé en quelque part, 10 cents de plus le lendemain. Ouais, quand une vache mâle, puis le lait ne grouille pas bien, bien. Ça, c'est des excuses. Mais c'est qu'aussitôt qu'une compagnie perd ou qu'il y a un accident qui arrive, montent leur prix parce qu'ils ont peur qu'ils ne puissent pas donner ce que la demande allait. Ils ne peuvent pas offrir. Mais là, si eux autres montent leur prix, moi, il faut que je le vende, il faut que je fasse un profit, il faut que je monte mon prix. Puis là, de l'autre côté, moi, je voudrais que j'arrête de demander. OK? So, c'est là pourquoi ils disent beaucoup, tu sais, le transport de ville. Vous allez peut-être vivre ça si vous allez à l'extérieur de la ville l'an prochain. Achetez-vous pas un char à l'université, s'il vous plaît. Ben, je ne vais pas vous dire quoi faire, là, mais c'est une dépense pour rien. Là. Le transport de ville, c'est une des façons qui est encouragée à prendre parce que ça fait que oui, la pollution, mais aussi on dépense moins sur l'essence. Si tu as 50 personnes sur un autobus, c'est 50 chars de moins sur la rue là, qui sont en train de gazer cette année. OK? Par tour, mais par mois, c'est combien? 60 peut-être? C'est... Wow. Mais le Subway est plus cheap que ça. Il me semble que j'avais comme vu par mois le Subway, c'était comme 50 ou 40 pièces à Toronto. C'est pas si pire que ça. Euh, ben ça monte aussi en raison du... C'est ça. Tu marchais ou... Mais 70 pièces quand même, il faut que je dise, mon char prend 50 pièces à remplir, je le remplis au moins 2 à 3 fois par mois, ce qui faisait 100 à 150 pièces par mois que je paye en gaz. Tandis que le transport de ville, c'est entre 40 à 70 pièces. On s'entend que j'ai la liberté d'aller d'où ce que je veux, par contre, quand j'ai un véhicule. Mais il y a aussi des dépenses. Okay? Mon char m'a coûté, après Noël, m'a coûté 600 $ parce que j'ai pogné une banque de charrue. Puis j'ai arraché 2 de mes lignes de transmission, de cooling de transmission. Ils ont été reculés, puis ça coulait de l'huile de transmission dans la neige. OK? Fait que ça, c'est 600 pièces. Oh, les jeez! Ça, c'est 10 mois de transport de ville que j'aurais pu avoir.
La dernière chose qu'il dit, lui, c'est que le mauvais devient le bon avec un système capitaliste. Il dit que... Hein? Toronto, quand tu l'arranges, c'est bon encore? Ah, OK. Ah, il parle des gens, d'eau. L'avarisme, vous savez c'est quoi? Quand Séraphin était un avare, c'est du greed en anglais. Le monde qui veut de l'argent dans un système capitaliste. Mercantiliste, si je suis haut placé dans le gouvernement, je vais avoir l'argent. Okay? Je n'ai pas besoin de faire grand effort pour. Capitaliste, il faut que je vende mon produit. So, pour vendre mon produit, il faut que j'ai quelque chose de bon. Okay? Si Dell veut vendre des ordinateurs, ils ne peuvent pas vous donner de la scrap et dire que c'est 2000$ puis espérer que tu la jettes. Apple, ben, c'est quand même le meilleur produit sur le marché comme en termes de. Ah, je sais, ça coûte. Oui, oui. Mais en général, tu t'assures d'avoir le meilleur produit possible pour charger le plus cher possible. Oui, Adam. Oui, tu peux y aller. So, c'est ça que lui disait, les avares deviennent des bons gens pour être avares. OK? So, si moi je veux du cash, il faut que je vende quelque chose, il faut que j'ai du bon service ou peu importe, qui va permettre aux gens d'acheter mes choses. OK. On va parler vite fait des femmes dans le siècle des Lumières. Okay? À date, est-ce qu'on a parlé de femmes depuis les années 1400? Qu'elle me saute sur la tête, Madame Métier? Ah, ben, c'est parce qu'en général, les femmes n'ont pas eu un gros impact. Puis Étienne Kalin, tu dois avoir vu ça quand tu as fait ta recherche au début sur les femmes dans la Renaissance. Les femmes ont eu un certain impact, mais ce n'était pas rien d'extraordinaire. C'est dans le siècle des Lumières qu'on a commencé à discuter. Okay? On n'a pas eu encore de journée officielle. On n'a pas eu, la journée de la femme n'existe pas encore. Là. Mais eux autres, ils accueillaient ce qu'on appelle dans des salons. C'est un salon, comme vous connaissez un salon dans votre maison, sauf beaucoup plus gros. C'était des rencontres de philosophes. C'était les femmes qui les accueillaient ensemble. Okay? C'est pour ça qu'on dit que c'était les médiateurs de l'évolution du siècle des Lumières. Eux autres, ils les accueillaient là, ils leur donnaient du thé, peu importe. Puis, chez une des madames, qui est Madame Jeffrin, elle, quand elle les accueillait chez eux, non seulement les artistes et les philosophes, ils discutaient des droits de la femme et l'éducation de la femme. Ils en parlaient chez elle, entre les grands philosophes qu'on a mentionnés auparavant. Donc, ce n'était pas des femmes qui parlaient de ça, c'était des hommes philosophes qui commençaient à discuter. Peut-être qu'il serait bon de commencer à éduquer les femmes aussi. Une des femmes bien reconnues dans le siècle des Lumières, c'est Mary Wollstonecraft. Okay? Mary était anglaise. Puis elle faisait la promotion de l'éducation chez la femme. C'était une enseignante. Okay? Elle a écrit le livre La défense des droits de la femme. Puis dans ce livre-là, ce qu'elle a écrit, c'est que les femmes sont égales aux hommes. Il nous manque juste l'éducation pour l'être. So, à cause à l'époque, il était évident qu'ils n'étaient pas intellectuellement égaux. Puis on n'est pas en train de dire qu'ils n'ont pas la capacité d'être intellectuellement égaux. C'est ça qu'elle dit, Marie. Elle dit, on ne l'est juste pas à cause que tu ne nous laisses pas avoir le stuff que vous avez. Elle disait, si les femmes auraient le droit d'avoir les choses que les hommes ont, ou les privilèges que les hommes ont, on serait exactement égal. Surtout sur un niveau éducatif. Est-ce que vous êtes en accord avec ça? Je pense que c'est évident. Aujourd'hui, on a la même éducation, les femmes et les hommes. Il n'y a pas un qui est supérieur à l'autre dans le domaine de l'éducation. On remarque qu'il y a certains sexes qui sont plus forts dans certaines matières. Les femmes en général plus forts dans la créativité, plus forts dans le domaine de l'écriture. Les hommes plus forts dans la logico-mathématique. Là, on va juste parler de la fin du 18e siècle. Je vais faire ça bang, bang, bang. Là. Okay. Baron Paul Dolbach, lui, a dit que l'homme est une machine. C'était un des premiers athées déclarés. Là. Okay. Un athée, vous savez c'est quoi? Ne crée pas dans Dieu, ne crée pas dans rien de spirituel. Okay? So, lui, il disait que l'homme est une machine. Il n'y a rien qui contrôle ce qui est en train de se passer. On vit, on fait notre ouvrage, on meurt. That's it. Il disait que c'était juste genre la façon que ça fonctionne. Puis n'importe qui croit dans n'importe quoi d'autre, c'est stupide. Qu'il n'y a rien qui contrôle ce qui va arriver demain. Ça a du sens, ça fait, parce que comme l'homme, c'est une machine. C'est une machine biologique. Le fait que ton cœur pompe, le sang tout, ça, c'est pour personne qui contrôle autre que la manière que le corps est fait. Et là, les enfants, c'est comme si tu as des émotions, si tu crois, c'est que ça peut. OK.
Ben lui, Voltaire il était bien à l'encontre de Holbach. Lui, il disait, parce que Voltaire disait la foi amène au fanatisme, right? Ben, il disait être athée, c'est aussi du fanatisme selon Voltaire. C'est ça qu'il disait. Lui, il disait que parce qu'un vrai de vrai athée, c'est quelqu'un qui trouve ça, qui est à l'encontre des gens qui croient dans quelque chose d'autre à cette époque-là. Donc, il n'était pas trop aimé dans la société, ce gars-là. Okay? Parce qu'il allait dire aux autres, t'es colon, arrête de dire que tu crois dans ça. Okay? So, Voltaire, de l'autre côté, disait que c'est un autre fanatique. C'est une autre forme de fanatisme. C'est vrai. La plupart des athées qu'on a de nos jours, je dirais, c'est plus des déistes. C'est des gens qui disent que non, ma journée n'est pas contrôlée par un pouvoir suprême, mais qu'ils aimeraient croire qu'il y a quelque chose là qui explique comment est-ce qu'on est ici. Puis il n'y en a pas vraiment une qu'on peut... C'est ça, on n'a rien de concret. David Hume, lui, il a dit que tout ce qu'on peut... Lui, au lieu d'être comme genre raisonnement, c'est comme tout peut être expliqué, lui il dit non. Si je peux utiliser un de mes sens, c'est vrai. Si je ne peux pas utiliser un de mes sens, ça n'existe pas. Qui est-ce qui va à l'encontre de lui en ce moment? Quel grand philosophe qu'on a parlé de? Il y en a un qui dit que tout est vrai à moins que ce soit faux. Lui, il dit tout est faux à moins que ce soit vrai. Descartes, right? Il disait que Dieu est vrai parce que je ne peux pas démontrer qu'il est faux. Lui, il dit non, faut que tu regardes de le démontrer que c'est vrai. Sinon, c'est faux. Il dit si moi, je ne peux pas prouver physiquement, je ne peux pas le filer, je ne peux pas le voir, je ne peux pas croire. C'était le même que lui dit. Sur lui, il ne croyait pas dans Dieu non plus. C'était un autre athée qui disait je ne vois pas, je n'entends pas, je ne sens pas. Un peu. Même mentalité qu'il dit l'homme est une machine. Oui. Oui, il est contraire de Descartes un peu. Et le dernier, Jean de Condorcet, il était vraiment pas aimé. Ben, il était vraiment pas aimé. Les gens ils ont questionné beaucoup parce que lui, il disait qu'il cherchait pour la société parfaite. Puis il a fait des documents au sujet de ça. Il appelle ça l'utopie. Il disait que la race humaine était à l'étape 9 de 10 étapes envers la société parfaite, puis qu'on pouvait s'éclaircir vers la société parfaite. Les gens ont eu de la difficulté à comprendre ce qu'il veut dire. J'ai de la difficulté lorsque je lis ces documents à comprendre ce qu'il veut dire. Il n'y a aucune preuve. Exactement, on est encore à l'étape 9 aujourd'hui, donc Jean, je ne sais pas de quoi tu parles. Mais il y a vraiment... vous voyez, comme les trois derniers, c'est vers la fin du 18e siècle, c'est là que les gens ont commencé à comme, plus croire dans le siècle des Lumières. Là. Ils sont comme, ah, OK, ça commence à être un petit peu étrange. Qu'est-ce que vous nous vendez? Là? Votre salade est plus aussi bonne qu'elle l'était. OK, c'est ce que je veux que vous faites. Puis je vais juste dire au revoir.